Merci à tous et bon retour parmi nous pour cette quatrième table ronde. Je vais à nouveau procéder à un petit rappel méthodologique concernant nos invités. Donc j'appellerai l'intervenant, je le présente et avant sa prise de parole, s'ensuit son intervention et une question subsidiaire qui nous vient du chat du public. Donc il est maintenant l'heure du bilan, table ronde numéro 4, quelle application des lois au sein des établissements de santé ? On va commencer avec vous, Sophie Beaupère, donc, qui est à distance. Vous êtes directrice générale Unicancer. Vous avez également été DG adjointe du centre Léon Bérard jusqu'en 2020. Selon vous, en tant que déléguée générale, quel bilan tirez-vous de la loi sur les droits des patients ? Quels points essentiels méritent d'être soulignés et quels axes d'amélioration, selon vous, méritent d'être étudiés ? Bonjour à toutes et tous, merci. Je suis très heureuse de pouvoir intervenir sur ce thème, effectivement, qui nous tient toutes et tous à cœur, professionnels des établissements de santé. Ce que je dirais en premier lieu, c'est que les droits des patients sont pris en compte de manière très forte, du fait notamment en fait de l'évolution de la prise en charge, évolution des techniques. Si je prends bien sûr l'exemple de la cancérologie, de ce que je connais le mieux, chronicité de la maladie, chronicisation des pathologies, qui fait que les parcours patients sont de plus en plus intégrés ville-hôpital, sont aussi de longue durée et sont aussi inclusifs, je dirais, de plus en plus du patient acteur de sa prise en charge, mais également de ses proches aidants. Et ces évolutions finalement médicales, scientifiques et techniques, je pense par exemple aux chimiothérapies orales à domicile, pour donner un exemple, qui font aussi évoluer, si vous voulez, la place des patients et de leurs aidants dans la prise en charge. Alors, ce n'est pas forcément une évolution qui se fait naturellement. Il faut bien sûr l'accompagner avec plusieurs dispositifs, la formation des professionnels, la formation aussi des patients et des aidants, inclure finalement dans les objectifs managériaux le fait que les professionnels de santé incluent davantage les patients et les aidants, à la fois dans la définition si vous voulez, parcours de soins et également dans leur évaluation. Et je pense que c'est important, effectivement, quand même, d'avoir ça à l'esprit. Bien sûr, le cadre législatif a permis de faire évoluer les choses avec toute l'action qui est menée par les CDU, mais l'évolution aussi de la prise en charge conditionne, si vous voulez, le rôle des patients et donc la façon dont les droits des patients sont intégrés au sein des établissements et plus largement dans le système de santé. Alors après, vous avez dit quel bilan et quelles sont les limites. Évidemment, beaucoup de choses sont faites aujourd'hui par les établissements. Il y a encore, je pense, un travail important de généralisation au sein des établissements. Et effectivement, il y a Ama Kwevi qui est autour de la table. Et bien sûr que l'on travaille ensemble pour pouvoir généraliser, je dirais, les bonnes pratiques. Parce que comme souvent dans notre système de santé, il y a des équipes, parce qu'elles ont la volonté, parce qu'elles en sont convaincues, qui développent des expériences formidables sur le terrain. Et ces expériences, elles sont reproductibles, à condition, bien sûr, qu'on puisse donner les moyens aux équipes de pouvoir déployer ces expériences. Alors, je citerai quelques exemples, parce que je pense que c'est important aussi d'être concret, de pouvoir illustrer. Si je prends l'exemple des CLCC, aujourd'hui, dans 8 CLCC, donc 8 sur 18, il y a des comités patients qui sont actifs, donc qui regroupent, si vous voulez, des patients, mais aussi des proches des patients et des professionnels, et qui, en complément de ce que font les CDU, eh bien, vont beaucoup plus intervenir et donner leur avis sur les grandes évolutions de l'organisation des centres, des parcours, et pouvoir donc peser dans les choix d'organisation qui sont faits. Donc ça c'est quelque chose qui est important, qui se développe, je pense, dans beaucoup d'établissements, mais qui paraît quand même une évolution importante. L'autre volet qui nécessite encore d'être déployé,
et qui nécessite un accompagnement des établissements avec une diffusion, je pense, de bonnes pratiques, de méthodologies, c'est tout ce qui concerne, bien sûr, les patients partenaires. Le fait que les patients puissent être acteurs de la définition des parcours de soins, de leur évaluation, et il faut aider les établissements à savoir comment faire. Alors, par exemple, on travaille au sein d'Unicancer sur l'élaboration, si vous voulez, de fiches méthodologiques qui vont permettre de répondre aux questions des établissements. Est-ce qu'il faut rémunérer les patients partenaires? Si oui, quel serait le cadre le plus adéquat? Quels sont les profils? Comment effectivement pouvoir de manière simple et je dirais proactive eh bien, développer de tels dispositifs. Ensuite, je pense qu'il y a plusieurs expériences qui sont intéressantes. Au-delà de ce que j'ai déjà cité, il y a bien sûr le fait d'associer des pairs. Je prendrai l'exemple de ce qui se fait à Toulouse, à l'Institut Claudius Regaud, où effectivement il y a un dispositif de pairs qui accompagne en fait des patients dans le cadre de l'hôpital de jour en chimiothérapie, qui permet comme ça de répondre de la manière la plus simple possible aux questions des patients. Et je pense que le dispositif de pair aidant est bien sûr, enfin de pair aidant est quelque chose de très positif. Enfin, il faut bien sûr avoir à l'esprit que il y a bien sûr la révolution, je dirais, technologique et les outils numériques qui peuvent être un vrai apport pour donner de l'information, bien sûr, aux patients, avec des informations claires. Et il y a des espaces dédiés qui sont développés par plusieurs acteurs. Par exemple, pour le Centre de lutte contre le cancer à Strasbourg, il y a un espace dédié qui donne de l'information vérifiée sur les différentes pathologies, sur les droits des patients, euh, euh, et qui est accessible. Et bien sûr, il y a beaucoup d'outils qui sont aujourd'hui à disposition pour pouvoir donner de l'information en complément de ce qui existe déjà dans les établissements. On pense par exemple aux espaces rencontres informations qui existent dans les CLCC ou dans d'autres établissements. Cependant, bien sûr, les outils numériques, c'est positif parce que ça permet une diffusion de l'information massive, mais il faut travailler aussi sur ce qu'on appelle la littératie numérique, c'est-à-dire la capacité pour un certain nombre de patients à pouvoir vraiment s'approprier ces outils numériques. Je pense que ça, c'est un sujet pour évoquer les limites aujourd'hui des actions qui sont entreprises. Avoir des outils, des dispositifs numériques ambitieux, c'est formidable, c'est indispensable, car cela permet de toucher un large public, mais il faut avoir conscience des limites et des différentes fractures, fractures numériques, fractures sociales, fractures générationnelles, qui peuvent empêcher d'avoir accès à ces outils numériques. Et donc, il faut pouvoir y apporter des réponses, pouvoir aider les patients à s'approprier ces outils numériques, ne pas oublier, bien sûr, les rencontres physiques et les contacts humains, qui ont été effectivement un peu mis à mal pendant la crise épidémique. On a bien vu que l'accès à l'information était plus compliqué, parce que ça, c'est un vrai sujet quand même. On voit que y a des études qui montrent, par exemple, en cancéro, que la littératie numérique et donc la difficulté de certains patients à s'approprier les outils joue aujourd'hui sur la qualité de vie réelle des patients tout au long de leur prise en charge. Et donc, je pense que c'est un sujet majeur sur lequel on doit travailler de manière collective si on veut encore renforcer les droits des patients dans notre système. Merci beaucoup. On comprend bien donc une évolution du système qui passe essentiellement par une meilleure incorporation des usagers. Auprès d'Unicancer, récemment sorti, en anticipation des élections présidentielles, certaines propositions de la part d'Unicancer. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter ces propositions, les propositions qui concernent essentiellement les droits d'usager, les droits du patient?
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on vient de sortir, il n'y a pas longtemps, une plateforme numérique avec nos propositions et qui est interactive et qui peut être enrichie d'ailleurs par des propositions. Et c'est déjà le cas, notamment, bien sûr, d'associations de patients. Les principales orientations que l'on a, elles portent sur les sujets que j'ai déjà un petit peu évoqués. Le fait d'avoir un dispositif ambitieux de patients partenaires, alors en cancérologie, puisque c'est bien sûr notre domaine de compétence, en pouvant avoir les moyens financiers et humains de pouvoir développer ce modèle ambitieux de patients partenaires. Nous avons aussi un volet dans notre plateforme qui porte sur les aidants, parce qu'évidemment aujourd'hui le rôle des aidants est majeur. On sait que les aidants portent beaucoup de la charge d'une partie du parcours du patient tout au long de sa vie. Et bien sûr, des dispositifs existent. Il y a eu des nettes améliorations, mais on peut encore mieux faire en termes d'accompagnement, en termes de formation, en termes de développement des structures de répit qui sont à destination des patients, mais aussi des aidants. Et nous pensons qu'il faut avoir une ambition sur ce sujet. Et on espère que les candidats à la présidentielle s'empareront de ce sujet en particulier et plus largement de toutes les problématiques, de santé. Le point important aussi, il est vraiment sur la formation, en fait, hein, sur la formation des professionnels sur ces sujets-là et la formation que l'on peut donner aussi aux patients en général et aux patients partenaires en particulier. Merci beaucoup, Sophie Beaupère. Nous reviendrons vers vous potentiellement pour d'autres questions qui viennent du chat. Je me tourne maintenant vers vous, Béatrice Noélec. Vous êtes directrice des relations institutionnelles à la Fédération de l'hospitalisation privée. Vous êtes également déléguée générale de la Fondation des usagers du système de santé. Pouvez-vous, Madame Noélec, nous éclairer sur les travaux entrepris au niveau du droit des patients, relatifs à ces deux lois, de ces deux institutions ? Oui, merci beaucoup. Et merci à l'ONI et à l'Institut Droit et Santé de nous donner l'opportunité de parler de ce sujet important, je dirais, avec toutes les fédérations de tout statut, parce que c'est clairement les enjeux de démocratie sanitaire, je crois, un sujet qui peut nous réunir. Et je salue aussi Ama Kwevi, qui, pour le coup, nous réunit régulièrement, justement, hein, toutes les fédérations, publiques comme privées, autour de l'initiative de l'Institut de l'expérience patient et du baromètre de l'expérience patient, qui a encore, il y a quelques jours, délivré des résultats très instructifs pour nos secteurs respectifs. Je voudrais dire, à mon sens, il y a eu, puisque là, en fait, cette année, les 20 ans hein, de ces lois fondatrices qui ont été les lois Kouchner, il y a eu 4 grands temps de la démocratie sanitaire. L'an 1, je dirais, c'est précisément l'architecture de ces grands textes fondateurs qui ont vraiment posé dans le paysage les droits individuels et les droits collectifs des patients. L'an 2, c'est finalement petit à petit la montée en puissance de la structuration des instances de démocratie sanitaire et de la représentation des usagers du système de santé. C'est évidemment tout à fait important et je crois que toutes et tous, on peut saluer et se féliciter du travail fait par les représentants des usagers, les représentantes et les représentants des usagers dans les structures de santé. On voit bien depuis quelques années, l'an 3, c'est finalement l'émergence, de manière complémentaire d'ailleurs, de formes renouvelées d'expression de la parole du patient. Sophie, tu en as parlé, patient partenaire, patient acteur, patient expert, etc., qui tendent à faire finalement émerger une prise en compte beaucoup plus forte du savoir expérientiel du patient, et c'est évidemment fondamental. Et ça m'amène à l'an 4, qui est peut-être le défi qui nous convoque tous, c'est-à-dire que comment on passe finalement, tout en sanctuarisant évidemment la logique de représentation, comment on passe à une optique véritablement d'un patient qui est totalement acteur de la transformation du système de santé. Et qui n'est pas la cinquième roue du carrosse dans la transformation de ce système de santé. Je donnerai un exemple. On porte à la FHP, on l'a mis d'ailleurs dans notre plateforme présidentielle, la conviction que les enjeux de qualité et de pertinence, par exemple, qui sont des défis fondamentaux pour l'avenir du système, ne se construiront pas sans les patients.
Par exemple, qui mieux qu'un patient est capable de juger de la pertinence des soins qu'on lui a prodigués, de la pertinence à court, à moyen et à long terme dans l'amélioration graduelle de sa qualité de vie. Nous sommes convaincus que cette démarche finalement partenariale, pourrait-on dire, où le savoir médical et le savoir expérientiel s'enrichissent, se complètent, c'est quelque chose de tout à fait fondamental pour l'avenir du système de santé. Ça, c'est la première brique en fait que je voulais poser. Alors, quand on parle des lois Kouchner, on se souvient tous. Moi, je suis arrivée au cabinet de Roselyne Bachelot quelques années après sur ces sujets-là. Il y avait encore beaucoup à faire, mais on était autour des droits collectifs et des droits individuels. Les droits individuels, ça fait des années que je travaille sur les droits des femmes. Un droit, par définition, n'est jamais acquis. Il faut toujours remettre le métier sur l'ouvrage, et il en est des droits individuels des patients comme de tous les droits. L'acculturation des patients à leurs droits individuels et la prise de conscience de l'importance de l'exercice de ces droits individuels est évidemment un processus continu qui doit toujours être vivace. Quant aux droits collectifs, je trouve que c'est intéressant de voir ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire. Il y a eu, c'est vrai, dans l'urgence, je pense qu'il y a un consensus pour le dire, et la Conférence nationale de santé a contribué, a fait un rapport intéressant sur le sujet, a abouti à une relative latéralisation des acteurs de la démocratie sanitaire et plus largement de la société civile. Comment faire en sorte finalement que les réflexes d'association des patients, des représentants des usagers, des patients et de la société civile au sens large, finalement ne s'émoussent pas quand précisément on en a le plus besoin, et quelles seraient les voies pour consolider la démocratie sanitaire et pour faire progresser ces enjeux dans le système de santé et dans les établissements. Très rapidement, je voudrais juste en citer quelques-unes. Évidemment, il y a l'enjeu de la formation. Il faut inclure tous ces enjeux dans les formations des professionnels de santé et du soin, avec l'appui des patients formateurs. Il y a des établissements de santé, par exemple, qui ont construit, pour donner des exemples précis, un travail avec des associations comme ATD Carmonde, où ce sont des patients en situation de précarité qui finalement viennent apporter leur expertise et ce qu'ils vivent du monde du soin aux professionnels de santé. Et c'est effectivement très intéressant parce que leur regard, qui est un regard souvent d'une âpreté et d'une acuité toute particulière vu les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans leur quotidien, c'est un regard qui profite à tous, c'est-à-dire qui profite à tous les patients dans leur ensemble. L'autre levier, bon ça évidemment on le sait tous, c'est le levier de la certification des établissements de santé par la HAS. C'est vrai que de version en version, elle intègre davantage la problématique de la place et du rôle du patient. D'ailleurs, le baromètre de l'expérience patient, mais Ama en parlera bien mieux que moi, montre une acculturation progressive, certes lente, mais réelle, des professionnels et des établissements à de telles démarches, et ça, c'est plutôt encourageant, même si, évidemment, dans la population générale, il y a encore des choses à faire. Et puis, on a travaillé dans notre pays, et c'est très, très bien. Et d'ailleurs, pour revenir sur le baromètre, je dois dire que ce qui est intéressant dans le baromètre, c'est qu'à la fois, il interroge les patients, mais aussi les professionnels de santé et les acteurs paramédicaux, je tiens à le dire, sont très sensibles aussi à ces dimensions et très actifs et impliqués dans ces dimensions, et c'est important de le dire. Et dernière chose que je voulais dire, c'est que finalement, on a travaillé dans notre pays à structurer la démocratie sanitaire, c'est une bonne chose, mais finalement, le défi à relever aujourd'hui, Sophie en a un peu parlé, c'est aussi que les citoyens, les citoyennes soient conscients que leur parole est légitime dans le système de santé, et surtout qu'elle va servir à quelque chose, qu'elle va être utile. Et ça, je pense que cette maturité collective de la société sur ces enjeux, qui sont indispensables, qui sont utiles aux professionnels, qui sont utiles au système, elle n'est pas encore totalement acquise. On doit véritablement relancer les débats de société dans des approches beaucoup plus larges. Aujourd'hui, il faut bien l'avouer, on a sur la santé des débats qui sont quand même des débats très comptables. Et c'est pour ça qu'on avait, d'ailleurs, toutes fédérations confondues, on avait fait une proposition commune avec la FHF, avec la FEAP, avec Unicancer, d'avoir des conférences de consensus, d'avoir des débats beaucoup plus larges qu'une approche comptable des débats. Je pense qu'il faut effectivement
repenser plus largement la prise en compte de la société civile dans la démocratie en santé. On voit bien pendant la crise, mesurer de manière fine l'acceptabilité sociale de telle ou telle mesure, c'est pas secondaire, ça devrait être central. On le voit sur les débats sur la prévention, sur la santé publique. La prévention, la santé publique, la promotion de la santé ne se construiront pas sans embarquer l'ensemble de la société sur ces enjeux. Et c'est pour ça, pour finir, que je dirais qu'on a des établissements de santé finalement qui sont de plus en plus centrifuges et qui vont l'être encore, c'est-à-dire tournés vers l'extérieur, tournés aussi vers les établissements scolaires, les entreprises, le monde associatif. Il y a l'organisation de conférences de citoyens. On est aussi à l'écoute des mots de la société. À la FHP, on a signé une convention entre la FHP et l'Institut Women Safe and Children pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Je dirais que la démocratie sanitaire de demain, c'est une démocratie de santé très large qui embarque des problématiques beaucoup plus dans une approche globale, transversale et inclusive. One Health, si on pouvait être un petit peu, si on devait le définir par un concept. Et que là, sur cet enjeu de la démocratie en santé, c'est un beau défi pour un quinquennat, en tout cas, mais il y a effectivement encore beaucoup de choses à co-construire dans le cadre des démocraties de santé, des démocraties territoriales aussi sur les territoires, entre les élus, les acteurs de santé et évidemment les patientes et les patients qui ont un rôle fondamental à jouer dans le dispositif. Merci Madame Noëllec. Question du chat. En tant que délégué général de la Fondation des usagers, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des projets qui ont été promus récemment ou dernièrement par cette fondation ? Oui, avec plaisir, très rapidement. Alors, cette fondation, elle existe depuis quelques années. Elle est présidée par Jean Leonetti. Moi, j'en suis la déléguée générale depuis 2 ans. Et en réalité, l'objet de la fondation, c'est de valoriser des initiatives d'associations, par exemple, ou de lieux de soins, d'établissements de santé ou de professionnels de santé qui mènent des actions exemplaires en matière de démocratie sanitaire. Alors, l'année dernière, par exemple, on a récompensé et valorisé 27 initiatives remarquables qui concernaient sur des sujets très divers, la santé mentale des jeunes, la santé des migrants, le processus de deuil en période Covid. Que là, vous vous rappelez combien ça a été un enjeu extrêmement sensible pour les familles, briser l'isolement des jeunes atteints d'un cancer, des choses évidemment sur l'activité physique adaptée, sur la prévention, les personnes sans domicile fixe, enfin voilà, des choses extrêmement diverses, mais qui nous ont paru, la santé mentale évidemment, souvent beaucoup de projets sur la santé mentale, beaucoup de projets sur l'enfance, des choses exemplaires et qui nous ont paru au-delà du côté exemplaire de l'initiative, pouvoir être dupliquées aussi, voilà, pouvoir être des choses qui fassent le déclic et où on se dit tiens là effectivement il y a quand même quelque chose de très bien à faire qui pourrait être reproductible. Et notre volonté, pour tout vous dire, je sors juste avant vous, on avait un comité de la fondation, donc autour du président Leonetti, pour réfléchir au contour de l'appel à projet 2022 qui évidemment reviendra aussi, essayera de trouver aussi toutes les pépites des acteurs notamment pour parvenir à sanctuariser notamment la voix des patients, même quand on est touché par une crise sanitaire comme celle qui est encore présente aujourd'hui. Donc voilà en quelques mots l'objet et le but de la Fondation. Merci beaucoup, Madame Noëllec. Alors, on va rester dans le même domaine, le retour d'expérience, puisque le chat a révélé et nous savons donc que vous avez travaillé au cabinet de Roselyne Bachelot. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pourriez nous expliquer un petit peu les travaux auprès du cabinet de Madame la Ministre, notamment en ce qui concerne le droit des patients ?
Ah oui, 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 volontiers. Ça remonte un petit peu, mais c'est quand même encore très, très vivace. Oui, moi j'étais effectivement au cabinet de Roselyne Bachelot à l'époque sur la santé. Finalement, les lois Kouchner, c'était 2002. Moi, j'y suis arrivée en 2007 jusqu'en 2011. Et, euh, et on était effectivement, on avait beaucoup travaillé sur tout ce qui était je dirais, la mise en l'effectivité des droits individuels, des droits collectifs. On travaillait beaucoup à l'époque avec évidemment des personnes qui ont été, je dirais, les architectes aussi, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant la loi Kouchner, il y a eu 10 ans, 15 ans de réflexion en profondeur sur toutes ces thématiques, avec un certain nombre d'associations qui ont véritablement été des pionnières. Donc à l'époque, on travaillait notamment avec Christian Saou et d'autres, avec le CIS, aujourd'hui France Assos Santé, qui évidemment nous accompagne et accompagne toujours la puissance publique sur toutes ces réflexions. Et on avait créé en 2010, si ma mémoire est bonne, on avait créé le prix qui existe toujours, donc on en est très fiers, parce que c'est un bébé qui a bien grandi, il va avoir 12 ans cette année. On avait créé, vous savez, le prix du ministère de la Santé pour les droits des patients. Voilà, c'est un prix qui existe toujours, qui chaque année, au nom du ministère de la Santé, et les projets arrivent aux ARS, récompense là aussi des acteurs, des associations qui font vivre de manière effective les droits des patients et la structuration et la représentation des usagers du système de santé. On s'était dit à l'époque qu'il y avait quelque chose à faire pour ces acteurs qui n'étaient pas forcément suffisamment visibles, et que le fait de créer un prix comme ça permettrait de les distinguer. Et ce prix, ça n'a pas été qu'une seule fois, puisqu'il existe toujours aujourd'hui, et qu'il permet toujours de mettre à jour effectivement des initiatives remarquables sur tous ces champs. Merci infiniment, Madame Noëllec, pour votre Merci. intervention. Je m'adresse désormais à vous, Monsieur Rudy Chouvel. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle offre auprès de la Fédération hospitalière de France. Est-ce que, s'il vous plaît, Monsieur Chouvel, vous pourriez nous éclairer un petit peu sur les travaux entrepris par la Fédération relativement aux droits des patients suite aux lois de 2002 ? Quelles évolutions des travaux et quel bilan peut être dressé à la suite de ces travaux ? Très bien. Alors, tout d'abord, je remercie vivement l'Ordre national des infirmiers donc, pour son invitation. Effectivement, donc, simplement un mot pour présenter la FHF, qui représente donc, les quelques 1000 hôpitaux publics et 4800 établissements médico-sociaux publics. Donc, voilà, je parle aux deux titres, à la fois sanitaire et médico-social. Et simplement un mot d'introduction pour dire que pour nos établissements, la notion de démocratie sanitaire revêt vraiment une importance capitale et permet en fait de garantir aux patients à la fois et aux résidents également une liberté, une égalité de traitement aussi avec les autres malades, une participation active au système, j'y reviendrai, aussi une garantie d'être respecté, de tenir compte de ses droits, de tenir compte de la dignité, des désirs, des relations, mais aussi par exemple du secret des données. Ça, j'y reviendrai. Et pour commencer à vous répondre, je ferai aussi un petit retour d'expérience sur le droit des patients dans les hôpitaux publics. Tout d'abord sur le plan institutionnel, parce que ce n'est pas forcément toujours su, à l'exception évidemment des représentants des usagers qui sont fortement inclus, mais tout d'abord les instances des établissements incluent beaucoup de représentants des usagers, notamment des associations, à la fois le conseil de surveillance des hôpitaux publics, le conseil de la vie sociale pour le médico-social, la commission des usagers également pour les hôpitaux. Également, on peut penser par exemple à la commission de l'activité libérale, qui inclut également des représentants des usagers. Et donc les hôpitaux respectent cette inclusion et sont d'ailleurs très heureux de pouvoir recueillir l'avis finalement des premiers concernés.
Et d'ailleurs, j'ai pu suivre un peu votre colloque que j'ai trouvé très intéressant. Et le professeur Viala, ce matin, soulignait notamment la légitimité des patients, et je souscris tout à fait. En pratique, lorsque j'étais directeur adjoint en établissement, je peux vous dire que certaines réclamations, certaines plaintes qui étaient adressées par des patients, finalement, étaient traitées bien en amont des commissions des usagers, en lien direct avec les représentants des usagers. Et ça me permet de préciser ce que disait ce matin, enfin de nuancer, disons, ce que disait Gérard Raymond, qui est président de France Assos Santé, qui disait qu'il y avait un sentiment d'obligation parfois pour les établissements de rencontrer et de consulter les représentants des usagers. Je peux en tout cas nuancer en disant que pour nous, ce n'est pas le cas. C'est vraiment non seulement avec plaisir, mais en plus avec intérêt et sans aucun sentiment d'obligation, mais bien avec une forme d'envie pour le citer. Pour en revenir aux droits eux-mêmes, ceux pour lesquels les établissements ont une vigilance particulière sont bien entendu le respect de la dignité, à la fois la prise en charge de la douleur, la fin de vie également, le respect de la vie privée qui est très importante, à la fois l'intimité, mais aussi la question des libertés fondamentales, entre la liberté de culte, la liberté d'aller et venir, même s'il y a des sujets en ce moment très juridiques sur les isolements et contentions. Il y a l'extension de la vie privée aussi avec le secret médical, le secret professionnel, la participation des patients, évidemment, j'en ai parlé avec les instances, mais au-delà de ça, il y a aussi le droit à l'information, le droit à l'accès au dossier médical. On n'y pense pas forcément, mais c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps au sein des établissements, mais c'est un droit tout à fait légitime. Et évidemment, le consentement libre et éclairé que vous avez abordé tout à l'heure. Et je citerai comme extension de ces droits quelque chose auquel on ne pense pas forcément, ce sont les nombreux contrôles qui portent sur les hôpitaux. J'avais fait un petit travail de recensement quand j'étais encore en poste en hôpital, et j'avais trouvé une trentaine d'organismes. Et pour ceux qui concernent les usagers, par exemple, on peut citer la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, le CGLPL, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, la DGCCRF, le défenseur des droits, les ARS bien sûr. Et aussi, il y a le volet qualité auquel il faut penser, donc avec certains organismes comme le COFRAC pour les laboratoires, mais plus précisément la certification HAS pour les hôpitaux qui est très importante. Et pourquoi citer ça? C'est parce que ce qui en découle, c'est qu'au sein de l'organisation finalement des hôpitaux, vous avez souvent des directions fonctionnelles qui sont en tout ou partie consacrées aux usagers. Par exemple, les directions qualité gestion des risques sont de près ou de loin, comme on veut le voir, liées aux usagers. Par ailleurs, vous avez parfois, alors soit avec les directions qualité, soit avec le secrétariat général, soit avec les affaires générales, des directions des relations des usagers, voilà, qui sont vraiment le point d'entrée pour les usagers, pour les plaintes, pour les réclamations, mais aussi pour la CDU, pour les représentants des usagers de la commission des usagers. Et le rôle donc de ces directions, c'est à la fois la formation, l'évaluation des pratiques professionnelles, le signalement des événements indésirables, voilà, qui est prenant, mais qui est primordial en fait dans les hôpitaux désolé, dans les hôpitaux. Et je pense que c'est nécessaire en fait d'avoir cela en tête quand on parle droit des usagers. Il y a toute une mécanique autour dans les hôpitaux qui se forme autour de ça. Et donc, mon deuxième point sera effectivement sur l'engagement de la FHF, comme vous l'évoquiez. Alors, on travaille depuis longtemps avec France Assos Santé, qui sont d'ailleurs nos partenaires pour la journée du 17 mars, dommage aux soignants. Ils sont largement présents au conseil d'administration de la fédération et dans la plupart des groupes de travail d'ailleurs de la fédération. Et donc cet engagement se fait à plusieurs niveaux, et notamment effectivement au travers de l'expérience patient, comme l'évoquaient les autres intervenants. Je laisserai évidemment à Makwevi, qui est le spécialiste, présenter en détail l'expérience patient. Pour faire simple, donc il s'agit un peu d'améliorer en fait la participation du patient à sa prise en charge, tout en faisant prendre en compte en fait ces expériences par les professionnels. Et donc, alors au préalable, donc, comme je le disais, la FHF mobilise largement les professionnels et les usagers au sein de ces groupes de travail ou ces commissions
pour en dégager des remarques, des recommandations, des axes de travail, des propositions également, hein. Et la FHF, en l'occurrence, a mis en place un groupe d'une vingtaine d'établissements pilotes sur l'expérience patient, qui donc souhaitent mener un travail de réflexion plus poussé sur le sujet. Et donc, ce groupe bénéficie d'un accompagnement par l'IFEP, l'Institut d'expérience patient. Donc, bon, je pense que Makovi en parlera peut-être, dans le cadre du partenariat donc FHF-IFEP mis en place en 2021. Et un autre exemple sur la responsabilité populationnelle, qui est un sujet qui est largement porté par la FHF, et en particulier Antoine Malone, qui est un spécialiste de ce sujet. Là, il s'agit vraiment de penser l'expérience patient dans le cadre du parcours de soins sur un territoire. C'est vraiment l'un des enjeux majeurs de la transformation de l'offre de soins pour nous. Et cette démarche implique directement les usagers, à la fois sur un plan opérationnel, pour construire des programmes cliniques qui sont adaptés à leurs besoins, aussi sur un plan stratégique, pour concevoir des filières de soins sur le territoire, mais aussi pour matérialiser ces filières autour d'un projet territorial de santé, qui est une des propositions de la FHF, donc qui est sur la plateforme Ambition Santé 2022, et qui associe tous les acteurs de soins, bien sûr, autour du patient. Et peut-être pour terminer cette présentation, mon troisième point serait un peu la prospective. Donc, effectivement, j'évoquais la plateforme avec les propositions, donc qui a un lien bien sûr avec France Assos Santé. Parmi effectivement les propositions, il peut y avoir les démarches d'écoute active, la création de maisons des usagers. Tout ça se fait en fait dans certains établissements, mais peut-être aller plus loin. L'intégration des patients dans les staffs médicaux. Ça, c'est quelque chose qui se fait dans certains établissements. Et je trouve on trouve que la démarche est vraiment intéressante. Recourir davantage aux patients traceurs, aux simulations également, cela se fait aussi. Bien sûr, élaborer des projets des usagers. Ça existe dans beaucoup d'hôpitaux publics et c'est en fait des annexes du projet d'établissement. Donc, les projets d'établissement sont assez volumineux. Il y a beaucoup d'annexes, le projet social, etc. Mais il y a aussi les projets des usagers qui peuvent s'y greffer, qui sont donc déterminés par la commission des usagers dans les hôpitaux publics, qui portent donc sur l'hospitalisation, sur des sujets vraiment très variés comme la place de la culture, l'amélioration de la gestion des rendez-vous, aussi bien que l'accessibilité également, la satisfaction des usagers, comment on la mesure, bien sûr, le dialogue avec les représentants, la lisibilité des droits, bref, la communication. Ce qui m'amène à un autre point qui est le livret d'accueil. Je pense qu'un vrai souci doit être apporté à la qualité du livret d'accueil. Et enfin, évidemment, pour reprendre ce que disait, je crois, Béatrice Noëllec, c'est évidemment inclure la thématique des droits des patients dans les formations initiales et continues des professionnels de santé, mais pas uniquement. Pourquoi pas également à l'EHESP dans la formation des managers publics de santé. Il y en a, mais peut-être, après tout, pourquoi pas densifier encore cette formation. Donc simplement pour résumer un peu ce propos, je ne voudrais pas être trop long, donc je vais faire vite. Pour reprendre la formule d'Alexandra Fourcade de ce matin, qui travaille à la DGOS, donc je suis d'accord pour créer une communauté de destin entre professionnels et usagers. Je rajouterais même entre établissements professionnels et usagers, en proposant donc évidemment une plus grande participation aux usagers. Comme l'évoquait ce matin le président de France Assos Santé, je le rejoins tout à fait, la participation, l'évaluation du système de santé également, comme il l'évoquait. Bref, faire des partenaires, les patients et les représentants des usagers, à la fois dans les réponses aux patients, comme je l'évoquais, avec une expérience personnelle et professionnelle, sur la qualité des parcours, sur les prestations, mais aussi au niveau stratégique dans les projets territoriaux de santé et sur le volet médico-économique pour réviser après tout les grilles tarifaires, les techniques, les coûts qui ont évolué. Effectivement, la pertinence était évoquée par Béatrice Noëllec et effectivement, je pense que les usagers ont leur mot à dire pour savoir où l'argent doit aller pour éviter en fait une sous-consommation de soins, tout comme la surconsommation d'actes qui peuvent être toutes deux particulièrement préjudiciables aux usagers. Je vous remercie pour votre écoute.
Merci beaucoup, Monsieur Chouvel, pour cette intervention. Je vais rebondir sur le fait que vous ayez évoqué donc, cette journée du 17 mars, avec une question qui nous vient du chat, qui nous demande un peu de préciser cette initiative et en quoi cette dernière peut être, elle, bénéfique aux patients. Quelles avancées? Pardon. Allez-y. Oui, excusez-moi, je vous en prie. Alors, sur cette journée en fait, du 17 mars, elle sera. Alors, le programme est encore évidemment à finaliser, bien sûr, mais cette journée en fait est tout d'abord une journée d'hommage aux soignants. Donc, évidemment, d'hommage aussi au système de santé dont les usagers font partie. D'ailleurs, France Assos Santé sera représenté ce jour-là. Et l'idée de cette journée est en fait de pouvoir aussi challenger, enfin en tout cas interroger les candidats sur justement les candidats à la présidentielle l'après-midi sur leur vision du système de santé, sur leur vision des réformes que doit connaître le système de santé. Et je pense qu'en cela, les usagers seront les premiers concernés, car eh bien, effectivement, ils seront sans doute intéressés par à la fois les retours des candidats, savoir, eh bien, disons que c'est une aide pour le choix en tant qu'usager. Donc, je pense qu'à ce titre-là, la journée pourra leur être bénéfique. J'ai perdu la dernière chose que je voulais dire, mais en tout cas, voilà, je pense que l'idée principale, c'est vraiment, en tout cas de l'après-midi, c'est de pouvoir interroger les candidats sur leur programme santé. Et je pense qu'en ça, les représentants des usagers et les usagers eux-mêmes seront particulièrement intéressés. Merci Monsieur Chouvel pour ces précisions. Nouvelle question du chat qui nous interroge sur votre service. Donc, est-ce que vous pourriez un peu expliquer votre service, donc le pôle offre FHF, et quelles sont ses missions, ses prérogatives? D'accord. Alors, oui, donc je suis responsable adjoint du pôle offre. Le pôle offre, en fait, est un regroupement de plusieurs thématiques. Donc, vous avez les thématiques finance, offre de soins, FHF Data, qui est une sorte de pool un peu notamment de statisticiens qui permet d'avoir des données fiabilisées. Il y a les sujets, donc offre de soins, donc avec tous les volets autorisation, par exemple, qui sont très juridiques. Vous avez la psychiatrie, le SSR, enfin avec des collègues, on a effectivement beaucoup même de thématiques. Et pour ma part, si c'est ce qui est demandé, donc moi je m'occupe notamment de la transition écologique dans les établissements de santé. C'était déjà un sujet qui m'animait et me passionnait quand j'étais en établissement, donc je poursuis. Il y a également les achats, les investissements, les relations usagers depuis peu. Voilà, j'ai rejoint récemment la FHF, donc c'est pour ça que j'en parle comme cela. Et voilà, ça fait partie de mes principales missions. Il y en a d'autres aussi sur les sujets juridiques, comme je suis par ailleurs docteur en droit, mais bon, je ne sais pas si mon CV est forcément très intéressant. Merci beaucoup, Monsieur Chouvel, pour avoir répondu à nos curieux du chat. Je vais maintenant me tourner vers vous, Ama Kwevi. Vous êtes directeur et fondateur de l'Institut de l'expérience patient, mais vous êtes aussi ancien directeur de communication de la NAP. Monsieur Kwevi, je crois que nos trois intervenants précédents ont été plutôt unanimes. Le spécialiste sur le sujet de l'expérience patient, c'est vous. Monsieur Kwevi, quelle est donc votre vision globale sur l'avancée des droits des patients? Et aujourd'hui, quelles avancées peuvent être de nouveau portées? Où doit-on aller? Tout d'abord, merci de votre invitation. Merci également aux intervenants précédents d'avoir mentionné notre institut, dont je vais dire quelques mots. Mais avant cela, je trouve que c'est la question qui est posée, 20 ans après la loi Kouchner, où en sont les droits des usagers, est une question tout à fait intéressante. Et c'est une question, j'espère, qu'on continuera de se poser et d'explorer au cours des prochaines années. Tout d'abord, l'Institut français de l'expérience patient, c'est une plateforme associative qui a comme vocation d'élaborer et de partager des ressources sur le thème de l'expérience patient et sur lequel on reviendra, je l'espère.
Elle a aussi vocation, cette plateforme, à contribuer à la formation et à l'accompagnement des professionnels de santé sur le thème de l'expérience patient. Je crois que nos intervenants précédents ont tous mentionné l'importance d'assurer une formation des personnels et des professionnels de santé sur ces démarches de participation des patients à l'amélioration des prises en charge. C'est clairement aussi une notion qui revient dans notre baromètre de l'expérience patient année après année. Assurer ce levier de la formation comme un moyen de transformer les cultures professionnelles. Et puis, l'Institut français de l'expérience patient a aussi vocation à peser, là encore, sur les politiques de santé. Et puisque la question part des droits des usagers, moi je voudrais, avec vous, prendre le temps de revenir, comme ça a été fait tout au long de votre journée, sur les éléments constitutifs de cette fameuse loi Kouchner, et la manière dont on peut peut-être l'interpréter aujourd'hui et mettre l'accent sur certains aspects qui ont été peut-être en retrait au cours des précédentes années. Mais avant cela, simplement dire que, bon, on parle d'expérience patient, l'important sur ce sujet, c'est de dire qu'il s'agit de travailler ensemble et de revoir avec l'ensemble des acteurs de quelle manière on peut contribuer, de quelle manière on peut favoriser une amélioration de la vie des personnes qui sont confrontées à un problème de santé, les patients et leurs proches. Donc on parle de choses qui sont éminemment importantes, des choses qui sont importantes, on le sait, pour les Français, à travers la crise sanitaire que nous vivons depuis 2 ans. Tout le monde peut mesurer à quel point la santé est un enjeu crucial, majeur, et je crois qu'on partage tous l'idée que pour les futures échéances électorales, ce sujet doit vraiment reprendre la place qui est la sienne dans une campagne électorale. Et donc là encore, des propositions peuvent être initiées. Sur le plan de cette loi du 4 mars 2002, vous l'avez beaucoup évoqué au cours de cette journée, un des éléments constitutifs majeurs de cette loi, c'était la défense des droits individuels des patients. Vous avez parlé du consentement libre et éclairé aux actes et soins, et ça me paraît évidemment quelque chose de fondamental. Ont été évoqués le droit d'être informé sur son état de santé pour les patients. Là encore, tous ceux qui sont confrontés à un problème de santé ou qui sont dans un parcours de santé mesurent à quel point c'est un enjeu important. Peut-être un petit peu moins, en tout cas je l'ai moins entendu, la question de l'accès direct au dossier médical des patients, et je crois que c'est d'autant plus d'actualité que nous sommes sur le point où on vient d'ouvrir ce fameux espace numérique de santé qui permet à chaque patient d'avoir un accès au contenu de son dossier sans avoir à effectivement interagir avec des professionnels de santé, à demander l'autorisation à un professionnel d'accéder à des données qui lui appartiennent quelque part. Je voudrais mettre l'accent aussi sur un autre droit individuel important, celui d'être accompagné par une personne de confiance. Alors pourquoi je mets la focale sur ce droit ? Tout simplement parce que dans l'étude, le baromètre de l'expérience patient, qui a été mentionné tout à l'heure par notamment Béatrice Noëllec de la FHP, on a mis en évidence une chose qui peut paraître surprenante et qui nous interpelle, c'est que l'expérience des proches qui accompagnent les patients n'est pas tout à fait aussi bonne que celle des patients eux-mêmes. Et je trouve que c'est quelque chose auquel on doit apporter une attention particulière parce que on peut imaginer qu'une personne prise en charge pour sa santé, pour ses soins, peut être dans une situation de vulnérabilité vis-à-vis des professionnels qui biaise un petit peu son jugement. Donc, on a un regard encore plus intéressé pour ce que peuvent penser les proches. Et quand on observe que les proches ont une expérience qui est 10 points en dessous de celle des patients, c'est forcément quelque chose auquel on doit accorder une importance. Et il se trouve qu'au sein de l'Institut français de l'expérience patient, on a développé un travail sur l'expérience spécifique des proches, et on a été explorer ce que c'est que cette expérience spécifique des proches. Et on se rend bien compte que malgré tous les efforts que font les professionnels de santé, ces proches peinent parfois à trouver leur place, leur rôle auprès des patients dans l'interaction avec les professionnels de santé. Donc là encore, il y a peut-être un effort particulier à mener pour faire en sorte que cette expérience des proches soit à la hauteur de celle des patients. Autre droit qui me semble important de mentionner pour ce premier chapitre des droits individuels, c'est celui de droit de la personne hospitalisée, par exemple, à exprimer des observations sur les soins qu'elle a reçus.
c'est intéressant de se replonger dans la loi et d'aller chercher les termes qui sont utilisés, parce que cette question de la possibilité de s'exprimer sur les soins reçus et de partager ses observations, c'est quelque chose qui est amené sous l'angle des droits. Mais aujourd'hui, on voit bien à travers nos échanges que l'enjeu, c'est peut-être même d'aller encore au-delà de cette notion de droit et de réfléchir à la manière dont l'expression des usagers peut aussi devenir un service rendu au système de santé tout entier. Et le fait d'exprimer pour un patient la manière dont il a perçu ses soins, quelque part, c'est un cadeau que le patient fait à l'institution qui l'a accueilli. Et encore faut-il qu'on réunisse un certain nombre de conditions. Et pour ce faire, plusieurs l'ont évoqué également, il faut que les patients perçoivent que ce partage de leur expérience constitue véritablement un intérêt, une envie, pour reprendre les termes de M. Chouvel tout à l'heure, d'améliorer les choses en partant de cette base du retour d'expérience des patients. Donc là encore, on part des droits individuels et on voit qu'on a envie d'aller plus loin que le simple respect des droits. Le deuxième chapitre majeur de la loi Kouchner, c'était les droits collectifs. Donc là encore, beaucoup de choses ont été dites sur les représentants des usagers dans les instances, la constitution des commissions de relations avec les usagers, de la qualité de la prise en charge, qui sont ensuite devenues les commissions des usagers, la présence d'usagers dans les conseils d'administration, puis les conseils de surveillance. Bref, cette idée que des représentants des usagers doivent être à des endroits clés de la gouvernance du système de santé pour faire progresser la prise en compte de la parole des usagers. Et ça, là encore, droit collectif qui a permis de faire progresser les choses en termes de démocratie sanitaire. Mais si on se pose la question de où nous en sommes aujourd'hui, moi, clairement, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que nous devons aller au-delà de cette participation des représentants des usagers à des instances de gouvernance. On doit vraiment se situer dans ce que je vais appeler le troisième volet de cette loi Kouchner, à savoir les processus participatifs. Parce que peut-être que, et c'est ce que disait M. Chouvel tout à l'heure, il y a chez les directeurs de la qualité, directeurs des relations avec les usagers, une appétence pour échanger avec les représentants des usagers. Mais si on fait un bilan objectif, sincère, dans beaucoup de structures, ces représentants des usagers sont finalement assez éloignés de la pratique soignante, sont dans une posture qui leur permet relativement peu de peser sur l'amélioration de la qualité des prises en charge. Et donc, on doit promouvoir des processus participatifs qui étaient en germe dans la loi du 4 mars 2002 et dont on peut dire aujourd'hui qu'elle a été un petit peu le volet oublié de ce dispositif. Et donc, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on invite une démarche citoyenne qui peut se situer à plusieurs niveaux. À un niveau micro, l'expression des usagers en direct, donc pas forcément seulement les représentants des usagers, mais l'expression des usagers qu'il faut encourager. L'expression des usagers qu'on peut imaginer à une échelle plus méso, donc au niveau des structures de santé, voire à l'échelle des conférences régionales de la santé et de l'autonomie, donc à un niveau plus global. Et puis au niveau national, évidemment, faire de la place à cette expression directe des usagers, quelle que soit la forme qu'on peut imaginer pour cela. Donc, puisqu'aujourd'hui on a l'occasion de s'exprimer avec un public infirmier, moi j'ai envie de dire aux infirmiers qu'ils ont un rôle à jouer. Les infirmiers ont un rôle majeur à jouer pour favoriser la participation des usagers à tous les niveaux. Quand on parle de légitimité de la parole des patients, à mon avis, ça commence là. Ça commence dans les interlocuteurs des patients au quotidien et ça commence dès lors que... pourquoi pas les infirmiers fassent comprendre aux patients que leurs retours d'expérience sont importants, sont attendus, peuvent faire progresser les pratiques individuelles, collectives, à tous les niveaux de la prise en charge. Et c'est bien cela dont il s'agit, c'est bien cela qu'on a envie d'améliorer, et c'est de cette manière qu'on passe d'une défense des droits qui sont importants, fondamentaux,
à une effectivité de ces droits et aussi à un processus que je qualifiais tout à l'heure de participatif. Donc vraiment, je lance aujourd'hui un appel à ceux qui nous écoutent en leur disant prenons le temps de favoriser cette expression des usagers qui peut se faire en convoquant toutes sortes de méthodes et l'Institut français de l'expérience patient est là pour inviter, former et aider les professionnels de santé qui le souhaitent. On peut utiliser des méthodes qui font appel au design, on peut, comme quelqu'un le disait tout à l'heure, pousser les démarches de patients traceurs ou de shadowing, suivre les patients dans leur parcours. On peut utiliser des techniques de supervision des patients. Il y a des établissements qui utilisent des caméras pour suivre les patients dans leur parcours, essayer de comprendre et de se mettre à la place des patients. Tout cela pour dire qu'aujourd'hui, ce qui nous manque, ce ne sont ni le droit, ni les méthodologies, c'est vraiment la volonté concrète de mettre en œuvre à tous les endroits où on peut le faire, la prise en compte du vécu des patients. Et pour cela, évidemment, on est heureux d'avoir le soutien de l'ensemble des fédérations, mais c'est sur le terrain que cela doit se passer. Merci beaucoup, Amakwevi. Vous évoquez donc la pluralité de méthodes pour prendre en compte l'expérience patient, mais vous évoquez aussi d'éventuelles propositions présidentielles en amont donc des élections. Selon vous, est-ce qu'une réforme est nécessaire ? On a vu les germes au sein de la loi Kouchner, mais qui n'ont pas abouti. Et donc, est-ce que selon vous, dans les 100 premiers jours de l'élection présidentielle, est-ce qu'une réforme est-elle nécessaire ? Ou alors, est-ce qu'on peut passer outre et donc évoquer les pluralités de méthodes dont vous parliez ? Alors, la loi Kouchner a été un véritable détonateur de la défense des droits des usagers, et 20 ans après, on en parle encore. Je crois qu'il faut garder à l'esprit le processus qui a amené à l'élaboration de cette loi. C'est un processus éminemment participatif avec de très nombreuses réunions des États généraux dans toutes les grandes villes de France avec des milliers de participants, milliers de citoyens qui ont pu apporter une contribution. C'était un processus assez exceptionnel qu'évidemment on ne peut pas faire pour chaque nouvelle loi. Et effectivement, la question se pose de savoir si c'est par la loi qu'il faut avancer. Et on va avoir un débat à l'occasion de ces élections présidentielles pour savoir si c'est ce levier qu'il faut actionner. À mon sens, ça ne peut pas être le seul levier de toute façon, puisque voilà, la loi offre un cadre, mais encore faut-il que l'ensemble des acteurs s'approprient ce cadre et se lancent dans une démarche effective. Et c'est la raison pour laquelle nous, on va davantage mettre l'accent sur la transformation des cultures, sur le développement de compétences, sur l'appropriation méthodologique et sur cette conscience que chacun peut faire davantage, peut faire mieux pour améliorer la qualité de vie des personnes, la qualité de vie de proches. Et ça me semble un élément encore plus important, même si, évidemment, l'impulsion institutionnelle, l'impulsion législative existe, est importante, mais elle n'est pas suffisante. Merci beaucoup, Amakwevi. Vous évoquiez tout à l'heure des données du baromètre de l'expérience patient qui évoquaient une satisfaction bien moindre des familles des patients que des patients eux-mêmes. Comment est-ce qu'on explique cette insatisfaction des familles? Est-ce que c'est des questions d'information, les familles qui reprochent donc, aux établissements de ne pas être suffisamment informés? Et donc, à ce moment-là, est-ce qu'on ne se heurte pas à des questions de secret auxquelles le patient est totalement en droit de s'opposer à ce que les familles soient informées de son état de santé? Et comment est-ce que, de toute manière, il n'y a pas une incompatibilité entre la satisfaction de la famille et un état de santé déplorable du malade? Alors c'est intéressant d'explorer cette question du différentiel entre l'expérience telle que perçue par le proche et celle perçue par le patient. Alors déjà rassurer l'ensemble de ceux qui nous écoutent, les expériences dans un cas comme dans l'autre sont jugées plutôt et globalement positives. Mais on observe quand même un différentiel qui nous interpelle et qui me semble quelque chose d'intéressant à creuser.
Alors, il va de soi que c'est le droit et la prérogative du patient de décider de qui, autour de lui, a accès aux informations concernant sa santé. Donc, ça, il n'est pas question de remettre ceci en cause. En revanche, et dans une immense majorité des cas, la question qui se pose, c'est quelle place pour le proche dont le patient souhaite la présence et le soutien dans les interactions avec les professionnels de santé. Et c'est là que nous mesurons que, y compris culturellement, dans nos systèmes de santé, la place du proche n'est peut-être pas suffisamment envisagée. Peut-être que nous sommes trop focalisés sur l'interaction bilatérale, le colloque singulier avec le patient. Et de ce point de vue-là, c'est mésestimer le fait que le premier soignant du patient, c'est le patient lui-même, et le second, c'est le proche, celui qui vit avec lui. Et donc, peut-être qu'il faut qu'on admette que la responsabilité, que la mission du système de santé et donc des professionnels de santé, c'est aussi d'aider ses proches à jouer leur rôle quotidien auprès du patient. Et c'est peut-être là-dessus, si je devais émettre une hypothèse, qu'il peut y avoir une petite frustration chez les proches, c'est que leur rôle n'est peut-être pas suffisamment envisagé sous l'angle « que puis-je faire à mon niveau pour faciliter l'amélioration de l'état de santé de mon proche ?» Et c'est clairement un domaine dans lequel, à mon avis, nous devons progresser, compte tenu du nombre de malades chroniques qui vivent avec un proche et qui sont, comme je le disais tout à l'heure, pour l'essentiel de leur temps à distance des équipes soignantes quand ils sont chez eux avec leur maladie chronique. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Coévy. Merci infiniment à tous les participants à distance et donc Monsieur Coévy en présentiel pour votre participation à cette table ronde. On va clôturer. Nous allons dans un instant passer à la conclusion avec Monsieur le Président de l'ONI, Patrick Chamboredon, et le Professeur François Viala. Merci infiniment encore pour votre participation et la participation du public dans le chat pour vos questions. Merci beaucoup. Bienvenue le temps de se quitter. Pas des adieux, mais des au revoir pour aujourd'hui sur ce sujet du droit du patient, du droit des usagers et ces différents points de vue autour de cette date anniversaire. On a été les premiers, on a tiré les premiers, je ne sais pas si on sera meilleur que les autres, mais en tout cas, on a souhaité le faire parce qu'on a bien vu, grâce au professeur Viala et son éclairage sur l'exercice réglementaire qui avait été dans deux codes différents, finalement, un empilement d'un côté et quelque chose de très succinct de l'autre qui aurait laissé la place à l'interprétation et une évolution qui n'aurait pas été que légistique a aussi son intérêt. C'était ça qu'on avait souhaité en premier abord mettre en évidence et quelque chose de très important. Alors bien entendu, toutes les paroles qui ont été prononcées ici, on ne va pas toutes les reprendre, mais grosso modo, la question de ce qui a été porté par France Asso Santé avec ce triptyque, effectivement, on y souscrit largement, puisque les infirmiers sont des citoyens dans la cité, eux-mêmes potentiellement des soignants, mais également potentiellement des usagers du système. Donc, on est assez d'accord pour cette représentation qu'on réclame aussi d'ailleurs pour les infirmiers d'être plus présents dans les instances décisionnaires et c'est un peu ce que nous a dit Stéphanie Rist lorsqu'elle est venue intervenir et vraiment l'ensemble des intervenants ont été autour et apporté vraiment la vision sur ce que pouvait être la profession dans toute son ampleur et dans toute son évolution et au service des patients et de ce système de santé qui a besoin d'évoluer. Alors, avec une loi ou pas de loi, je ne sais pas. Professeur Viala, on fait la sieste, c'est plus l'heure. Ou on en pose une prochaine? Alors, une prochaine loi peut-être pas, mais une prochaine rencontre entre nous, assurément, parce que il me semble, vu de mon côté du miroir, que les apports, les débats, les réflexions, les doutes qui ont été exprimés, y compris parfois de façon un petit peu aiguë et polémique, nous enrichissent. Moi, j'ai l'impression d'en savoir plus aujourd'hui, non peut-être pas sur les deux lois de 2002, mais sur les enjeux, les logiques, les difficultés autour du droit des personnes. Et je crois que c'est important que tous ces mondes se parlent de façon un petit peu décloisonnée, parce que finalement, pour se comprendre, il faut s'entendre. Pour s'entendre, il faut s'écouter, et pour s'écouter, il faut se parler. Et donc, merci
d'avoir libéré ces paroles-là, le terme est à la mode, la parole de l'universitaire, mais on a l'habitude de parler, avocats, infirmiers de tous les secteurs, représentants d'usagers, institutions. Je crois que c'est important parce que finalement, beaucoup de non-dits et d'incompréhensions sont liés au fait que tout simplement, on ne se parle plus, on ne se parle pas, on ne se parle pas assez. Et donc, j'ose espérer que dans un an, date anniversaire de cette journée, un an, un mois, un siècle, comme vous voulez, mais que finalement, l'essai sera transformé et que l'Ordre national des infirmiers et le Centre droit et santé pourront à nouveau, sur une thématique qu'il faudra définir, croiser ces regards qui sont si importants. Ah mais on n'a pas pris de date encore, hein, on en a parlé juste comme ça. Effectivement, je pense que c'est très important que ces deux mondes se parlent. Le monde de la santé est un monde très légiféré, très administré par des textes, et donc les infirmiers sont dans la pratique courante. Et clairement, toutes nos actions sont sous-tendues et opposables vis-à-vis des textes qui gouvernent ce monde, qui le contrôlent et qui le régulent au bénéfice des usagers, qu'on est tous peut-être probablement un jour. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'on va essayer de programmer. On va voir comment on peut sortir une thématique qui va parler à l'ensemble des infirmiers, parce qu'il faut envisager quelque chose autour. Aujourd'hui, c'était les droits des usagers. Il y a d'autres thématiques qui sont dans l'actualité. Et peut-être qu'ils feront un débat et sur lesquels on pourrait avoir de multiples intervenants qui pourraient apporter des points de vue et qui touchent réellement la pratique infirmière. On vous dira ça bientôt parce qu'on fera appel à candidature pour des interventions et on fera venir des infirmiers pratiquement ici. On fera aussi venir des étudiants, comme on l'a fait aujourd'hui, qui sont venus travailler avec nous et qui travaillent avec nous au quotidien, des étudiants de votre faculté et qu'on remercie beaucoup pour cette collaboration. Effectivement, je pense que c'était très important aujourd'hui. C'était très important d'avoir ce panel de représentation sur les usagers. Gérard Raymond, un fidèle avec Alain-Michel Serretti, la députée Rist et tous ceux qui sont intervenus, les fédérations, tous les employeurs. Je pense que c'est très important et ça va nourrir aussi notre proposition présidentielle qu'on a un peu ébauchée la semaine dernière avec le colloque à Sciences Po, et qui a permis d'élaborer un document qui sera rendu public sous peu, de façon à mettre la santé, ce que j'ai dit à Olivier Véran, au milieu de la campagne présidentielle. Il faut qu'on parle des sujets régaliens, effectivement, c'est très important. Ce n'est pas aux juristes que je vais dire ça, mais il faut absolument que cette question de la santé qui fait société, qui fait le vivre ensemble et qui permet de protéger les plus faibles d'entre nous, que peut-être nous deviendrons un jour, soit le mieux servi et le mieux pris en charge. Je n'en dirai pas plus. En tout cas, rendez-vous est pris très bientôt, vous l'avez compris, avec nos amis experts juristes qui nous accompagneront encore une fois, comme ils l'ont fait cette année, toute cette journée. Et à très bientôt, on vous tiendra informés. Merci à tous les institutionnels. Merci spécial aussi, je tiens à le saluer. Et il est beaucoup intervenu aujourd'hui au directeur adjoint de l'Ordre, Grégory Combe, qui a été la cheville ouvrière de cette journée. Toutes les équipes chez nous, communication, et les équipes du Studio 56 aussi, qui nous accompagnent de façon magistrale et qui nous font bénéficier de ce studio de façon à ce que ça soit accueilli, nos intervenants, la technique, dans les meilleures conditions possibles et qu'on mette en valeur finalement la parole infirmière et tout ce qui est autour de l'usager pour cette fois-ci. Je vous dis merci, à très bientôt et on vous donnera les éléments pour le replay. Au revoir.